Bien, bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir répondu présent pour, cette première présentation d'une, version majeure, de notre produit qui s'appelle Evelity. Je vois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, là sur les dernières minutes. Mathieu, tu me fais signe si c'est bon? D'accord, très bien, bah, écoutez, je vous propose une présentation en 2 temps. Un premier temps évidemment de présentation, des dernières fonctions et particulièrement 3 qui aujourd'hui font que notre produit avance d'un grand, grand pas. Et évidemment, donc ça se structurera sur 20 minutes environ. Et je prendrai aussi dans les 10 dernières minutes les questions. Je précise d'ores et déjà que la première partie de l'intervention est enregistrée et qu'on coupera au moment des questions pour préserver finalement l'anonymat des personnes et que vous ne fassiez pas partie d'un replay forcément sans votre consentement. Sans plus tarder, j'enchaîne sur la présentation d'Evelity. J'ai juste un petit rappel qui est illustré ici d'une vidéo. Donc Evelity, c'est un projet qui a maintenant 8 ans dans nos têtes et qui a 3 ans en matérialisation, puisque l'idée a été de proposer au métro de Marseille initialement, dans le cadre d'un appel d'offres, la réponse par une application de guidage inclusif, tout d'abord destinée aux personnes déficientes visuelles et afin de leur permettre un guidage autonome dans le métro de Marseille. Puis évidemment, on a étendu ce savoir-faire à l'intérieur des bâtiments, essentiellement des bâtiments qui sont compliqués à comprendre et donc ont une certaine complexité architecturale afin de favoriser finalement le repérage et l'orientation. Donc cette application, elle est dite inclusive puisqu'on conçoit l'ensemble des fonctions pour des besoins qui à la base sont très spécifiques. Donc ça nous fait finalement une contrainte créative pour que la solution soit utilisable simplement pour tous. Et donc c'est bien ça notre point de vue sur la conception universelle. Alors les fonctionnalités qu'on a à date, évidemment, il s'agit de guider les personnes de la manière la plus efficace. Donc l'idée derrière tout ça, c'est d'avoir un guidage pas à pas. Notre héritage étant de travailler pour des personnes aveugles et malvoyantes. Évidemment, il s'agit d'avoir des instructions vocales qui vont être de type tourner à gauche, tourner à droite, continuer tout droit, donc avec des vocations de rassurer les utilisateurs, et puis d'avoir des itinéraires adaptés par profil. C'est-à-dire quand je suis en fauteuil roulant, finalement, ne pas me faire prendre les escaliers, ça tombe sous le sens. Mais aujourd'hui, si je me fie à comment les personnes arrivent à se repérer et s'orienter, c'est essentiellement grâce aux panneaux qui sont disposés dans les bâtiments. Et donc, moi, avec Evelity, ce que je permets particulièrement, c'est tout simplement d'éviter ces obstacles. Les interfaces, elles sont dites accessibles nativement, c'est-à-dire qu'on travaille au plus près des systèmes d'exploitation des smartphones et donc on travaille avec les couches dites accessibles. Donc particulièrement dans le cadre de la déficience visuelle, vous n'êtes peut-être pas sans savoir qu'un certain nombre de fonctions sont permises, notamment sur la vocalisation des instructions, mais aussi sur tout ce qui est gestuel, qui permettent par exemple de naviguer en gardant l'écran éteint. Alors à vocation particulièrement d'ergonomie spécifique comme le rotor, qui est très souvent utilisé par les personnes aveugles, qui permet par exemple de décomposer à la lettre ou à la syllabe le mot afin d'en avoir une meilleure compréhension par exemple. Dans les dernières choses qu'on a fait, puisqu'on a travaillé au sein de musées, on géolocalise du contenu accessible, c'est-à-dire que dans votre navigation, vous avez la possibilité d'accéder à du contenu audio décrit, facile à lire et à comprendre, par exemple. La cartographie interactive, j'y reviendrai juste après. Et évidemment, on traite une situation qui est qualifiée d'handicapante, qui est le multilingue. Je suis allemand, j'arrive en France, j'ai pas forcément les codes. Alors les codes culturels, je les ai, mais je possède pas la langue et donc lire les panneaux, c'est pas forcément très informatif pour mon repérage et mon orientation. Et donc finalement, j'ai ce besoin. Alors évidemment, pour l'allemand, on est un peu plus proche culturellement, mais mettez-vous à la place tout simplement d'une personne japonaise qui arrive à Lyon et imaginez la difficulté qu'elle a pour se repérer. Très simplement, cet outil est basé aussi sur une console d'administration qui permet d'arriver
à administrer l'ensemble de la solution, que ce soit des points d'intérêt, des routes, des cheminements, mais aussi évidemment du contenu. 3 particularités à ce système, c'est qu'il fonctionne sans internet pendant le guidage. C'est ce qu'on a développé, pour les réseaux de métro. On n'a pas toujours la capacité à se connecter. On l'a aussi également, rencontré cette problématique au sein des musées, où on a parfois des murs très épais, qui empêchent toute connectivité au réseau téléphonique. C'est gratuit pour les utilisateurs. Nos clients sont bien, les gestionnaires de bâtiments. Et puis, un dernier point, c'est pas parce qu'on travaille sur de la géolocalisation qu'on est obligé de faire le commerce des données sur les utilisateurs. Alors, pour illustrer le propos, nous n'avons pas de compte utilisateur, ce qui permet évidemment de garantir l'anonymat des personnes qui les utilisent. Et on a suivi toute une méthode rigoureuse sur la conformité à la réglementation générale sur la protection des données. Donc, on a un dossier qui est entièrement déposé avec un cabinet d'avocats spécialiste en la matière. Alors, vous allez me poser la question, en tout cas, si vous ne me la posez pas, je vais quand même y répondre. Comment ça fonctionne, Evelity? Alors, tout simplement, déjà, pour savoir se guider, il faut savoir où on est, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Alors, vous avez certainement l'habitude d'utiliser des solutions de guidage urbaine, type Google Maps, Apple Plans et consorts. Vous avez vu, il y a un petit point bleu sur une carte. Eh bien, ça, c'est de la géolocalisation permise grâce aux satellites, donc au Global Positioning System, qui est le GPS. Eh bien, en intérieur, on a évidemment besoin d'un équivalent, puisque vous avez aussi vu que quand vous rentrez dans un bâtiment avec votre Google Maps, eh bien, ça ne fonctionne plus. Tout simplement, alors nous, on travaille avec une infrastructure de balises Bluetooth Low Energy qui permet donc de créer ce relais à la place des satellites, très simplement. Et puis, derrière, des choses qui sont beaucoup moins simples, c'est un ensemble d'algorithmes de positionnement pour permettre de localiser le smartphone. Car oui, nous, notre contrainte créative a été de travailler sur un smartphone pour fournir le service sans faire acheter aux utilisateurs d'autres dispositifs techniques qui permettraient de rendre ce service. Et évidemment, le troisième point, qui est un algorithme de routage qui permet, en fonction de la cartographie du lieu, de la topologie du lieu, de router les personnes de la meilleure façon. L'illustration évidente, c'est la personne en fauteuil qui ne peut pas prendre les escaliers ou les escalators. Donc évidemment, on va la guider de la manière la plus optimale pour elle. Évidemment, sur l'extérieur, parce qu'en fait, il y a bien une idée, c'est qu'on a commencé vers l'intérieur. À l'extérieur, on utilise les signaux GPS, donc il n'y a pas forcément besoin d'instrumenter l'extérieur. Alors, les 3 nouveautés sont les suivantes. Une première, c'est une géolocalisation qui est incroyablement précise. C'est un travail de longue haleine. On a d'ailleurs, on est titulaire, nous, d'un laboratoire commun avec l'université Gustave Eiffel sur la partie géolocalisation. Donc, on travaille fort sur ce sujet déjà depuis 3 ans. Aujourd'hui, il faut bien voir que dans un métro, il y a énormément de problématiques autour de la perturbation. Et dans beaucoup de bâtiments, finalement, arriver à une précision inférieure au mètre se révèle être très, très compliqué. Quand je dis inférieur au mètre, c'est pas juste pour le plaisir de se dire qu'on a une bonne précision, c'est aussi parce que c'est l'attente de besoins, on va dire, très exigeants que sont ceux des personnes aveugles et malvoyantes qui nous ont servi de base de référence technique pour pouvoir rendre le service. Donc en fait, il n'y a pas de bon guidage sans bonne géolocalisation. Et c'est à ce titre-là qu'on a été aussi, qu'on est actuellement finaliste sur la partie géolocalisation et guidage en gare pour la SNCF. L'idée, c'est qu'on puisse aussi passer d'un bâtiment à un autre. À l'Université de Lyon, par exemple, on permet le passage d'un bâtiment à l'autre par une cour, mais il faut savoir gérer techniquement ce qu'on appelle les transitions indoor-outdoor. Donc ça, c'est un vrai sujet, particulièrement pour les campus. Et puis, par exemple, pour le musée de l'UMA à Arles, c'est aussi ce qu'on fait sur les abords immédiats, qui sont de vrais labyrinthes pour accéder au musée. Deuxième élément qui me semble important, c'est un élément sur lequel évidemment on a progressé que récemment, notre histoire nous amenant à travailler avec la déficience visuelle au
au plus large possible. Évidemment, nous n'avions pas de cartographie, en tout cas pas de cartographie dans l'application, pour une bonne et simple raison, c'est qu'il n'y en a pas d'utilité. Progressivement, en travaillant sur d'autres typologies de besoins, on a souhaité mettre en place une cartographie dite simplifiée et fortement contrastée. Alors vous allez le voir sur la vidéo qui va suivre, c'est qu'on a réussi à faire un niveau d'abstraction suffisant pour permettre un cheminement très contrasté et une lecture finalement du cadre bâti qui est simplifié au maximum, à savoir les escaliers qui sont plus faciles à repérer. On a également un chemin qui est qu'on qualifie, nous, de gamifié pour les personnes particulièrement déficientes cognitives qui sont malgré tout autonomes. Vous avez des points jaunes sur l'ensemble du chemin qui jalonnent en fait le parcours utilisateur. Et donc, ça permet d'arriver à avoir une idée de progressivité du chemin, ce qu'on n'a par exemple pas sur des applications plutôt grand public. Donc les interfaces aujourd'hui, elles sont plus inclusives. Évidemment, on a toujours du tour par tour pour aider les personnes, donc avec des logiques de flèches pour aider à l'orientation, et puis des instructions très simples. Voilà ce que je voulais vous préciser sur la partie cartographie. Donc évidemment, les routes sont adaptées en fonction des besoins là encore. Et on remarque une chose, c'est que aujourd'hui, on a quand même des angles qui sont pris, qui sont par exemple à 90 degrés, ce qui n'est pas forcément le cas de personnes, par exemple en fauteuil, c'est plus dur à faire. On va faire des virages obliques, donc on est en train de travailler sur ces interfaces-là évidemment pour les améliorer. Mais déjà, on remarque aujourd'hui une prise en main de l'application qui est totalement intuitive. Et le troisième point, c'est encore une fois ce qui fait notre différence par rapport à des applications grand public qui, in fine, ne sont pas inclusives, c'est d'arriver à réaliser des interfaces qui sont encore plus différenciantes, plus accessibles en fait. Donc évidemment, on travaille avec les derniers standards, les dernières gestuelles qui sont disponibles sur Apple et Android, par exemple VoiceOver et Talkback. Donc ça permet une meilleure intelligibilité des instructions, mais on va essayer aussi de travailler sur des thèmes graphiques fortement contrastés ou à contraste inversé en fonction de la pathologie que la personne, enfin en tout cas des besoins que la personne a. Dernière chose, c'est que on va aussi aider la personne à se repérer autour d'elle. C'est-à-dire que quand je suis sur un campus, par exemple, j'ai 3 bâtiments, eh bien, l'aider à détromper, alors particulièrement si elle est voyante, mais l'aider à détromper le type de bâtiment avec l'ajout, par exemple, de photographies sur les lieux immédiatement à proximité. Donc, tout ceci pour dire que quand on a constaté qu'on était déjà pas mal au niveau de l'inclusion, ce qui est quand même notre spectre métier. On a décidé encore d'en faire plus pour amener cet accord finalement avec le besoin des utilisateurs et tout type de handicap confondu, tout type de besoin. On parle nous plutôt de besoin que de handicap. Et d'ailleurs, la personne, quand elle commence à utiliser notre application, finalement, elle se retrouve à parler de ses besoins. Est-ce que je peux prendre ou pas les escaliers? Est-ce que je peux lire les instructions ou plutôt les écouter? Et donc, on ne parle pas du tout du côté stigmatisant du handicap, mais bien des besoins, tout simplement. Je crois que j'ai fait le tour de l'ensemble des 3 fonctions. J'ai envie de vous laisser la parole pour des questions.